Bonjour à tous, bonne arrivée sur Canal 3 Bénin. Il est 13 h, c'est le temps et le moment de vous informer le point de l'actualité de la mi-journée en ce mardi 25 février 2020. Voici les titres. On va commencer déjà par évoquer cette bruit chez les aînés, sagesse chez les cadets. Les jeunes militants des Forces pour un Bénin émergent de Zakota se sont rencontrés ce week-end. C'est pour en appeler à l'entente, à l'union au sein du parti. Vous entendrez leur cri de cœur dans un instant. Et puis bientôt des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action gratuitement pour chaque ménage au titre de l'année 2020. Mais avant, il faut s'inscrire pour en bénéficier. Le ministre en charge de la Santé est allé l'expliquer aux populations d'Assa. Imet Hélène Amoussou nous fera le point. Et puis un couple d'institutions engagées dans la recherche célèbre ses 25 années d'existence. L'Université d'Abomey-Calavi et l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur, l'ARES, ont réuni ce qu'il y a de substantiel en termes d'éminence grise dans divers domaines autour de cette bougie soufflée. On fera le tour du chemin parcouru tout à l'heure par les deux partenaires. C'était là donc les titres de ce rendez-vous informatif du 13 h sur Canal 3 Bénin. Vous êtes bienvenus. Lorsque la sagesse quitte un moment les aînés, elle devrait s'installer chez les plus jeunes. C'est la maxime traditionnelle en pays font que veulent s'approprier les jeunes militants du parti Foscori pour un Bénin émergent de la commune de Zakota. Ils sont sortis dimanche pour appeler les leaders du parti, actuellement déchirés par une crise de leadership, à une prise de conscience des enjeux véritables, la bataille électorale prochaine et surtout la survie du parti. On fait le point avec Imet Hélène Amoussou. C'est une sortie de clarification. Elle est organisée par la jeunesse des Foscori pour un Bénin émergent FCBE de Zakota. La rencontre a été l'occasion pour les initiateurs d'inviter la troupe à rester unie malgré les difficultés actuelles. Selon eux, la brouille entre certains leaders de la formation politique ne saurait avoir raison de la survie et l'évolution du parti. Dans nos prises de contact, souvent on nous dit qu'il y a deux ailes de FCBE. Cela rend le travail très compliqué sur le terrain. Alors qu'en réalité, nous n'avons qu'un seul parti FCBE. La Force pour le Bénin émergent est une, indivisible. Et nous devons avoir une seule idéologie. Alors nous nous sommes dit, il est temps de lever ce doute qui s'installe et qui nous empêche d'évoluer. Nous sommes tous conscients, nous sommes tous d'accord que le secrétaire exécutif national aujourd'hui est M. Paul Roupin. À l'endroit de la jeunesse de Foscori pour le Bénin émergent, nous sommes à un carrefour de prise de décision. Nous sommes à un moment où nous devons accepter, jouer notre partition. C'est pourquoi nous jeunes, ici présents, nous nous sommes inscrits dans le cadre de reformer les choses. Devant une assistance très attentive, plusieurs intervenants sont revenus sur les problèmes qui entravent la cohésion ainsi que les derniers événements qui secouent le parti. Les jeunes organisateurs ont affirmé leur engagement à œuvrer pour aplanir les divergences. Ils ont aussi saisi l'opportunité de ce rassemblement pour appeler les uns et les autres au calme, la patience et à dialoguer afin de trouver un consensus. Nous voudrions, avec beaucoup de respect et tous les honneurs dus à son rang, dit à notre président d'honneur que nous ne sommes pas d'accord avec son message du jeudi 20 février 2020. Depuis 14 ans, les FCBE marquent l'histoire politique du Bénin. Nous, jeunes, fers de lance et base incontestable du parti FCBE, nous ne pouvons nous engager sur la voie de l'ingratitude vis-à-vis des secrétaires exécutifs Paul Roupin et Théophile Yarou et tous les autres qui se sont battus pour que le parti ait aujourd'hui son récépissé qui lui consacre une existence légale.
Leur plus grand souhait est de voir le parti prendre part sans incident aux prochaines élections communales et municipales. La jeunesse FCBE de Zakota a saisi l'occasion de cette sortie pour galvaniser et rassurer les militants. Elle a promis que le travail de terrain qui s'opère va s'intensifier d'ici quelques jours. L'objectif est d'assurer une victoire à la famille politique au soir du 17 mai 2020. On va continuer à parler politique. Le secrétaire général du parti Mouel Bénin était ce matin l'invité de votre matinale Actu Matin. Sefis Béo Aguia a abordé plusieurs sujets de l'actualité politique nationale, dont entre autres la participation de son parti aux élections communales et municipales prochaines, la question de la transhumance politique et autres. Teddy Goudalo a tout suivi avec attention et vous propose ici quelques éléments de réponse de l'homme qui est passé par Canal 3 ce matin pour opiner. S'il y a un parti au nombre de tous les partis qui doit prendre part aux élections, c'est d'abord Mouel Bénin. Et donc, il se prépare comme il se doit, comme j'ai dit, depuis plusieurs mois. Et depuis l'appel à candidature lancé par le président en décembre dernier, depuis la mise en place du comité de préparation des dossiers de candidature et l'enregistrement et la mobilisation des candidats, des militants et tout, on est à une phase très importante aujourd'hui de ce travail-là. Et donc, lundi prochain, déjà, il faudra commencer par taper à la porte de la Sénat parce que c'est ce que dit le calendrier électoral. Est-ce que vous êtes contre la transhumance? Et comment? Nous avons dit au dialogue qu'il faut rendre l'idéologie obligatoire. Parce que si l'idéologie obligatoire, pendant que certains autres partis politiques ont dit que ce soit facultatif, ce qui n'est pas logique parce que si votre organisation ne se fonde pas sur une ligne idéologique, on comprendra très bien les valses après. Parce que les gens ne viennent pas parce qu'ils portent une idée, une conception profonde, voire philosophique et spirituelle. C'est fort de ça qu'on vient dans une organisation politique. Mais quand c'est au pifomètre que ça se passe, parce que c'est facultatif, vous allez voir les transferts les plus spectaculaires auxquels vous assistez là. Est-ce qu'il faut réguler la transhumance ou l'interdire? Il faut faire en sorte, il faut décourager cela. C'est aussi simple que ceci. Lorsque, par exemple, je prends pour les élus, c'est encore possible de donner l'exemple à partir de là. Un élu quitte son groupe politique, il faut qu'il perde son mandat. Il faut qu'il perde ça. Parce qu'il faut le punir en réalité. Il ne peut pas venir mentir aux populations et après adopter une autre posture. Ils sont allés même 18 le terrain à de potentiels militants ou candidats de Mouel Bénin de ne même pas suivre Mouel Bénin parce que Mouel Bénin ne pourrait pas avoir 10%. Mais en réalité, personne ne l'a jamais eu. Comment? Les réalités politiques du pays sont là. On a vu les dernières législatives. Qui peut se targuer d'avoir eu 10% une fois? C'est la première fois que des élections suffisamment inclusives vont nous permettre, nous tous, d'aller nous porter devant le suffrage du peuple pour voir qui peut avoir ou qui ne peut pas avoir 10% par ailleurs. Et donc, les chances sont égales par ailleurs. Quelle est la garantie que Mouel Bénin a aujourd'hui de pouvoir prendre part à ces élections communales sans subir ce qu'il a pu subir pour les législatives, à savoir qu'il y a eu doublon ici et cela et qu'il y a eu des... C'est premièrement que c'est une leçon ce qui nous est arrivé. Donc il faut en tirer de la graine. Ensuite, les réformes qui sont venues corriger un certain nombre de choses. Vous savez, il était dit dernièrement, pourquoi nous n'avons pas pu prendre part aux élections? C'est parce qu'il n'était pas possible de corriger la liste publiée par la Sénat. C'était ça la question. Si nous était donné à nous et au PRD de corriger, nous aurions corrigé et nous aurions pu prendre part aux élections. Est-ce que vous confirmez cette rumeur qui fait état de ce que le chef de l'État, enfin votre leader charismatique, aurait demandé au DG de ne pas prendre part aux élections communales, de ne pas être candidat? Bon, nous, on n'est pas au courant de ça. Le Mouel n'est peut-être pas concerné. On n'a pas cette N'étant pas information. un bloc de talons, c'est ça? Nous avons échangé dernièrement avec le chef de l'État chez lui qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Bon, nous n'avons pas évoqué ce genre de questions. Que vous a-t-il demandé? Il nous a demandé de bien nous préparer pour prendre part aux élections. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Allez, bien vous préparer alors. Bonne préparation donc. C'était la fête hier au quartier général du parti UNIR qui a porté la candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de dimanche dernier au Togo. Eh bien, sans grande surprise, le président sortant a déclaré avoir remporté le scrutin au premier tour avec un score de 72% contre 18% pour l'ancien Premier ministre
Kodjo Agbeyome qui était son principal challenger, ce qui a donné lieu à de grands moments de réjouissance. Voici le reportage de Vianney Hassani depuis Lomé au Togo. Dimanche soir, au quartier général du parti UNIR, ce n'était pas de l'inquiétude, mais surtout l'angoisse que pouvait générer l'attente des résultats et le fait de ne pas encore savoir le score de son candidat. Mais de temps en temps, les militants scandaient aussi leur espoir. Dès lors que la CENI avait commencé par égrener les résultats de ses démembrements de l'intérieur du pays, les visages avaient commencé par se desserrer. Puis au bout de près de 2 heures d'écoute, le résultat global au niveau national. Numéro 1, l'Assemblée. Peu de temps après, le président candidat Foreso Zimna Yassimé arrivé en tête du scrutin avec un score de 72,36% est sur place et s'adresse à ses militants. Pour ma part, je vous ai toujours dit qu'il fallait que nous fassions confiance au peuple togolais. C'est ce qui a été fait et c'était notre première victoire. Tout s'est déroulé dans la paix. C'est vrai que certains ont pu à un moment donné être frustrés, impatients, mais ce soir, la vérité vient d'éclater. La vérité vient d'éclater avec l'annonce des résultats provisoires qui nous donnent loin devant nos adversaires. Pour simplifier, nous avons gagné. Ce matin, les Togolais ont repris leur train-train quotidien en attendant d'éventuels recours et la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle dans les tout prochains jours. On revient au pays. Après la zone sanitaire de Soava, on est passé à celle de Dassa pour le lancement de l'opération de dénombrement des ménages en vue de la distribution gratuite très prochaine des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Ceci est en prévision de la campagne nationale de lutte contre le paludisme au titre de l'année 2020 et c'est le ministre de la Santé qui est allé donner le top du comptage des ménages au premier jour des 20 réservés à cet effet. Imet Elena Mousso. Les investissements dans le domaine sont importants. Ils visent à doter le Bénin de moyens efficaces pour réduire significativement la mortalité infantile et maternelle liée au paludisme. À Dassazoumen ce dimanche, cadres, autorités politico-administratives, sanitaires et partenaires techniques et financiers ont procédé au lancement officiel de l'activité du dénombrement des ménages et de distribution de coupons, laquelle précède et annonce la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour le compte de l'année 2020. C'est l'occasion de saluer les efforts du gouvernement béninois qui œuvre inlassablement avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers pour garantir l'accès universel en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée à nos populations à travers des campagnes successives de distribution gratuite depuis 2007. C'est une lutte pour maintenant et pour l'avenir. C'est une lutte pour la vie parce que le paludisme tue. Le paludisme impose un coût économique énorme aux familles et empêche les enfants d'aller à l'école et les adultes de travailler. Ces faits alarmants nous obligent non seulement à renouveler notre engagement à soutenir les efforts du gouvernement béninois, mais aussi à encourager le travail qui se fait. L'opération cette année est digitalisée et consistera en une collecte électronique de données et l'utilisation d'un code barre pour confirmer l'authenticité du coupon lors de la phase de distribution. Grâce à cette innovation, l'autorité peut avoir en temps réel
Le point de l'opération dans chaque localité est s'assurer de la remise effective des moustiquaires aux ménages bénéficiaires engagés dans l'initiative Rollback Malaria. Le Bénin organise tous les 3 ans, et ce depuis 2007, une distribution de moustiquaires. Ceci a permis de porter à 92%, selon les statistiques de la santé, le nombre de ménages disposant de moustiquaires. Son utilisation est passée à 82% chez les femmes enceintes et 85% chez les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, du fait de la gratuité de l'accès aux moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée au Bénin, leur acquisition ne constitue plus un frein pour les personnes qui en ont besoin. Pour finir, je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les partenaires à continuer à vous apporter tout le soutien nécessaire pour l'amélioration de la santé de la population du Bénin en général. Du fait des innovations introduites, une phase pilote a été mise en œuvre dans la zone sanitaire à Bomé-Calavi-Soava. J'exhorte tous les acteurs à tous les niveaux du système à donner le maximum d'eux-mêmes pour que cette campagne digitalisée de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au ménage soit un succès. L'opération de dénombrement qui démarre ainsi par cette première descente des autorités dans un ménage va durer 18 jours. Elle va permettre de distribuer à la phase suivante 8 millions de moustiquaires. La campagne cette année bénéficie de l'appui financier du Fonds mondial, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l'USAID. Merci à Imet Hélène Amoussou qui va revenir pour nous parler de cette crise autour des limites administratives de 2 arrondissements de la commune de Kovey. Weko et Zogba se disputent en effet le village Yenawa depuis 5 ans et les travaux d'identification des villages et quartiers de ville engagés par le COS-LEPI dans la droite ligne des élections prochaines n'ont pas tellement arrangé les choses. Bien au contraire. Voici donc l'histoire du village qui divise les frères Agonlinou de Kovey avec Imet Hélène Amoussou. Le village est créé en 1988. Il a été ajouté à 3 autres dont Anyangan, Hundo et Zungudo pour créer l'arrondissement de Weko. Frontalier à l'arrondissement de Zogba, Yenawa est aujourd'hui la source d'un conflit entre ce dernier et l'arrondissement de Weko. La guéguerre a commencé avec la loi 2015-01 du 6 mars 2015, modifiant et complétant celle 2013-05 du 27 mai 2013, portant création, attribution et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. Dans le listing des villages au niveau de la commune de Kovey, le village Yenawa, dont la création en 1988 a permis la création de l'arrondissement de Weko, a été retiré de la liste des villages de Weko pour être rattaché à l'arrondissement de Zogba. Cette modification substantielle de la carte administrative de la commune de Kovey, contestée dans la liste des unités administratives locales annexée à la loi modificative et complétive de 2015, n'a pas respecté la réglementation en vigueur, notamment la disposition de l'article 6 de la loi 2013-05 du 27 mai 2013, qui prévoit que les limites et les déterminations des arrondissements, des villages ou quartiers de ville peuvent être modifiés par la loi après avis consultatif des conseils communaux ou municipaux concernés. Or, la municipalité de Kovey n'a jamais été saisie en cette période de 2015 pour un quelconque avis au sujet d'une modification de la carte administrative de la commune de Kovey. Aucune délibération du conseil communal de Kovey n'existe sur la question. Mieux, malgré l'existence de cette liste erronée jointe de la loi 2015, les instances officielles de la République du Bénin ont tout le temps fonctionné en considérant la liste de 2013. C'est ainsi que, pour les élections communales et locales de juin 2015, la Commission électorale nationale autonome Sénat avait considéré Yenawa comme un village de l'arrondissement de Weko et non de Zogba. Dès lors, des démarches ont été entreprises afin de décanter la situation. Mais en janvier 2019, le problème ressurgit avec l'interruption du démarrage des travaux de construction du siège de l'arrondissement de Weko. Les protestataires avaient réclamé l'appartenance du domaine devant abriter l'infrastructure. Selon eux, le site est situé sur le territoire de l'arrondissement de Zogba. Ainsi, le conflit portant sur le lopin de terre situé à la lisière de 2 arrondissements se transforme encore en un conflit de rattachement du village Yenawa à l'arrondissement de Zogba. Le président de l'Assemblée et ses députés ont reconnu l'erreur et ont promis aux sages de Kovey que
cette erreur doit être corrigée avant les élections communales et municipales du 17 mai 2020. Malheureusement, aujourd'hui, quand l'opération de l'EPI a commencé, je vous dis, la semaine dernière, nous avons constaté qu'ils ont porté dans leurs mains un petit document appelant Tissionnaire qui vire le village de Yenawa dans Soba. Ce qui a mécontenté et révolté toute la population de Ouéko. Et à la fouille, on a constaté que les listes électorales qui ont été envoyées en décembre 2019 avaient bel et bien porté Yenawa dans Ouéko, mais c'est rayé au bic. Une confusion dans l'esprit des uns et des autres est à la base du conflit qui perdure. Jean Hongbadji, natif de l'arrondissement de Zogba, a apporté des précisions. En réalité, le litige est là et c'était déjà réglé, presque. Réglé parce que pour ne pas frustrer les gens, on a créé un autre village. C'est le village de Hovigali. Et ce village-là, on l'a créé pour régler le problème de Ouéko, en rattachant tout ce qui était Yenawa qui leur appartient là à Hovigali. La preuve est que depuis qu'on a créé Hovigali, le village qui est censé être Yenawa n'a jamais de poste de vote. Pour l'autorité communale, toutes les tentatives pour réconcilier les deux parties sont restées vaines. L'affaire est portée vers la hiérarchie. En attendant la sentence, Ferdinand Rouessou, maire de la commune de Kové, affirme que force doit rester à la loi. Il appelle donc ses administrés au calme. La loi 2015 a bien notifié que Yenawa en question fait partie de l'arrondissement de Zogba. On était tous stupéfaits. Tout le monde était étonné. Une loi, c'est une loi. Elle peut être mauvaise, il faut l'appliquer. Elle peut être bonne, il faut l'appliquer. C'est là où la compréhension n'est pas la même. Moi, je ne peux pas m'opposer à une loi. Ou bien c'est moi qui vais rectifier, je ne pense pas. Le maire ne peut pas, le préfet ne peut pas, le ministre même ne peut pas. C'est l'Assemblée nationale qui peut corriger cette loi-là. Et je pense que c'est la compréhension que nous devons faire de ce problème. Actuellement à Kové, la situation est préoccupante et les prochaines échéances électorales qui s'annoncent viennent en rajouter, puisque le dictionnaire sur la cartographie des unités administratives locales brandi par les uns semble être en contradiction avec les documents électoraux exhibés par les autres. Les antagonistes en appellent au sens d'écoute et de responsabilité des autorités compétentes pour le dénouement de la crise. Depuis 25 ans, elles sont restées fidèles l'une à l'autre. L'Université d'Abomey-Calavi et l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur l'ARES célèbrent un quart de siècle de partenariat et de coopération universitaire. Les deux heureuses du jour ont convié amis et éminences grises pour lancer la cérémonie d'activité programmée dans le cadre de cette célébration. C'était hier. Clément Achadé. C'est un grand événement qui mobilise ici une bonne partie du monde scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la célébration du 25e anniversaire de la coopération entre la première université nationale du Bénin et l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur l'ARES. Et pour commémorer ce lien d'amitié, les deux institutions ont organisé plusieurs activités pour faire le bilan afin de se projeter sur l'avenir. Plusieurs activités sont prévues pour meubler cet événement. 1. Un panel inaugural sur le thème coopération institutionnelle bénino-belge, bilan et perspective. 2. Des ateliers participatifs qui permettront d'exploiter les acquis d'une coopération interuniversitaire de long terme, résultats, bilan et défis pour demain et d'alimenter une réflexion collective sur l'avenir de ce type de coopération dans les mutations en cours de l'université africaine. 3. Une table ronde de clôture prévue pour le mardi 25 février sur le thème 25 ans de coopération UAC-ARES, bilan et perspective. Depuis 25 ans, la Belgique, à travers ARES, accompagne l'Université d'Abomey-Calavi dans différents secteurs afin de faciliter son rayonnement académique et international, dans le but de mettre en œuvre des programmes institutionnels d'appui à la réalisation de projets de formation et de recherche.
Aucune université ne peut atteindre ses objectifs sans s'ouvrir à ses pairs du monde entier. C'est ce qu'ont compris les autorités universitaires et gouvernementales du Bénin en donnant à la coopération une place de choix dans leur plan stratégique révisé 2018-2023. Les 25 ans de la coopération entre l'université d'Abomey-Calavi et l'ARES en témoignent avec un bilan élogieux. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière et les équipes ont proposé conjointement de jeter un regard en arrière sur nos réalisations pour dresser un bilan, mais surtout aussi pour préparer l'avenir. C'est une occasion d'imaginer l'avenir de nos collaborations et de penser aux réponses que nous pouvons, que nous devons même, encore apporter aux différents défis globaux. Le 4e programme d'appui institutionnel est tout à fait inédit en ce compris pour nous à l'ARES. En effet, en soutenant la demande des autorités de l'UAC, c'est-à-dire d'appuyer des formations plus professionnalisantes dès le premier cycle, les groupes de pilotage se sont lancés un défi, travailler sur une dimension qui n'est pas tout à fait une dimension habituelle pour nous, en Belgique francophone en tout cas, pas tout à fait universitaire non plus, et réaliser un pilotage et un soutien transversal à des équipes en charge d'offres de formation. Les défis sont certes nombreux et importants, mais le résultat obtenu est fort louable et salué par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon et de tout son gouvernement. Aux autorités compétentes de l'UAC, avec à leur tête le recteur, professeur Maxime Dacruz, je voudrais insister sur la nécessité de construire sur les acquis, de tirer profit des expériences afin d'améliorer les processus en cours. L'ARES et l'université d'Abomey-Calavi, par leur amitié, ont permis à plusieurs étudiants de finir en beauté leur cursus universitaire et de faire des recherches à travers les laboratoires. La célébration de ce 25e anniversaire sonne comme un nouveau départ grâce auquel le Bénin aura encore de nombreuses retombées dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y a des coups de pioche des ouvriers du monde depuis hier sur le chantier de réhabilitation du fort portugais à Ouida. L'entreprise adjudicataire a reçu officiellement le site pour y travailler pour 10 mois afin de présenter un autre visage de ce lieu d'histoire et de mémoire, comme la restauration du parcours patrimonial de l'histoire du fort. Asiongon Kain, Asiongon Rachid Soubirou. Remise officielle du site du fort portugais de Ouida à l'entreprise adjudicataire pour sa restauration. C'était au cours d'une cérémonie dans l'enceinte de ce fort le lundi 24 février. À ce sujet, le gouvernement béninois a sollicité la Banque mondiale pour sa rénovation sous une forme moderne. Il va se passer d'abord dans les 10 prochains mois la restauration du parcours patrimonial du fort. En quelques mots, les enceintes qui nous entourent, le bâtiment colonial du gouverneur, la chapelle, tout un parcours de jardins aménagés, toute l'armurerie, les espaces, l'esclaverie, tout ce qui constitue, j'ai envie de dire, l'enveloppe extérieure et environnante de ce musée. La réhabilitation et la construction de sites touristiques et culturels font partie du programme d'action du gouvernement. Et depuis 2016, il fait l'effort. Ouida en est un. Devant ces patrimoines, touristes et autres visiteurs s'extasieront et se recueilleront partagés entre admiration et émotion. Eh bien, le pas qui est fait ce jour présage ou confirme indubitablement une belle série en perspective pour la cité cassée. Et justement, la présente réhabilitation lance la série de projets touristiques en faveur de la cité historique qu'est Ouida. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, invite alors l'entreprise chargée d'exécuter les travaux de rénovation à s'en occuper sans faille. À vous, représentants de la société Kendall et Fils, il me paraît important de vous rappeler la responsabilité qui est la vôtre dans ce projet et de vous avertir fraternellement et gentiment, bien évidemment, aujourd'hui, qu'aucune tolérance, je dis bien aucune tolérance, ne sera accordée à la lenteur ou au manque de diligence dans l'exécution des tâches qui vous incombent.
Ceci pour qu'en fin décembre, la réception de la première phase ait lieu. À cet effet, le ministre invite les autorités et la population de la commune à favoriser la réalisation de l'œuvre. Je vais vous parler à présent de quelqu'un que vous connaissez bien. Il n'est pas que député ou ancien maire de Lokossa. Il est aussi Huno, c'est-à-dire grand prêtre de culte vaudou. Dakbe Sossou tient un couvent qui a organisé les cérémonies de nouvelle année appelée Huetanou du 14 au 22 février dernier au nom des descendants de Agbodoglo à Lokossa et pour le compte de la famille de Fonga. Et Geoffroy Vincent est allé se prendre l'autre côté qu'on ne connaît pas beaucoup aux parlementaires béninois. Voici quelques images et propos ramenés dans le cadre de ce reportage. L'accueil est simple, mais à la hauteur du rang de l'homme qui fait son apparition sur la grande cour du couvent dédié au vaudou Selenou Mankpe de la collectivité Agbodoglo et le cantiné. L'homme, c'est Dakbe Sossou. Pour la circonstance, il s'est revêtu de ses apparats d'adepte du culte vaudou et surtout de Hunon de ce cercle. Avec cette casquette, il est ici pour donner son onction au dernier rite de clôture de la cérémonie Huetanou de sa collectivité. Le Huetanou est une cérémonie ancestrale. C'est la fête de Adjaouto dont nous sommes des descendants. Cela se faisait chaque année. Nous sommes en train de reprendre cette tradition. Le couvent est situé au quartier Fongba, Leka, à Lokossa, dans le département du Mono. L'ambiance, orchestrée par les Mankpessi, est essentiellement faite de chants à la gloire du Hunon, des ancêtres et de plusieurs divinités. Elle marque la fin des cérémonies de Huetanou 2020. Chaque année, on fait des cérémonies sur le fétiche. Donc, c'est depuis le 14 passé qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, le 22. Donc, on reste en carême sans prendre de l'eau, sans prendre le manger, jusqu'à faire 9 jours. Donc, c'est seulement la boisson qu'on prend. Sucrerie, béninoise, n'importe boisson. Pendant les 9 jours, on prie sur le Bénin et pour qu'il n'y aura pas beaucoup d'accidents, pour qu'il n'y aura pas beaucoup d'inconvénients. Donc, c'est souvent c'est compris ça. Huetanou 2020, c'était donc 9 jours de privation de nourriture et d'eau, accompagnés de prières, de libations et d'offrandes aux divinités. Le vaudou hérité, ici des ancêtres, Selenou Mankpe, est venu d'Aladar et est une divinité d'An. Si tu étais adepte de cette divinité, toutes tes entreprises vont prospérer. Quels que soient les problèmes, tu vas trouver solution. On a les dents et Sapata, Rebioso, Agé. Huetanou est une cérémonie annuelle qui permet de conjurer les mauvais sorts, de parer aux mauvaises prédictions à travers des rituels et offrandes afin que la nouvelle année soit remplie de bonnes promesses pour tout un chacun. La culture quand il nous tient. On va dire merci à Geoffroy Vincent justement pour cette lumière sur un pan de la culture, donc de Dakbe Sossou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h-là. Je vous rappelle qu'au-delà de ce focus sur un côté culturel de Dakbe Sossou, on a parlé de ce litige à Covey. Il n'y a que 2 arrondissements de la commune ne s'entendent toujours pas depuis 5 ans autour de qui appartient le village Yenawa. Vous aviez eu les détails avec Imet Hélène Amoussou. Et puis,
Non loin de là, toujours au pays Agoni, il y a les frères militants du parti FCBE de Zakpota qui en appellent à la sagesse au niveau donc des leaders du parti. Vous savez, ils sont déchirés par une question de leadership. Les jeunes ont appelé à l'union et à la focalisation de l'attention sur l'essentiel, c'est-à-dire le rendez-vous électoral très prochain. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un grand plaisir de vous avoir présenté ce rendez-vous d'information. Le prochain rendez-vous, pour me répéter, de l'information, ce sera à 16h, ce sera le bulletin de l'information. À 22h30, vous avez donc la dernière grande édition du journal Parler sur Canal 3 Bénin. À 19h30, c'est le rendez-vous vespéral. Moi, je vous retrouve demain, mercredi 26 février 2020 pour l'édition de la mi-journée. Bon après-midi.